Alors, donc on parle de la douleur. Aujourd'hui, on parle de la douleur. Et donc, pour parler de la douleur, aux jeunes stagiaires qui sont là, tous très jeunes, je vais faire quelques rappels pour parler des composantes de la douleur, hein, n'est-ce pas? Et puis des conséquences du principe de la consultation et des différentes techniques. La première des choses qu'il faut voir, et je vais amener le tableau là, si on peut regarder avec la caméra, c'est de comprendre comment ça marche. La douleur, c'est d'abord quelque chose de physique, un stimulus physique. Ce stimulus physique agit sur c'est une sensation, c'est le rhinencéphale qui est concerné au niveau cérébral, ce qu'on appelle dans la théorie des trois cerveaux le cerveau reptilien, et c'est le corps physique. Donc cette douleur dont nous parlons, c'est une douleur d'abord physique. Elle est soit locale, parce que par exemple je tombe sur un genou, je me fais mal au genou, et j'ai immédiatement une réaction émotionnelle. Une réaction émotionnelle qui va indiquer, oui, qui va dire, ah là là, j'ai mal. Et nous sommes à ce moment-là sur la zone, dans la théorie des trois cerveaux, la zone émotionnelle, le cerveau dit limbique ou mammalien, cerveau qu'on partage avec tous les mammifères. C'est là, c'est le corps émotionnel. Ça, c'est la première chose qui se passe. Et de cette émotion va jaillir une cognition, une pensée. Je me suis fait mal au genou. Et c'est parce que j'avais mis de mauvaises chaussures. J'ai des chaussures qui ne sont pas bonnes, et donc j'ai dérapé parce que mes chaussures glissent, par exemple. Donc là, on est dans l'aspect cognition. Cette cognition, c'est une interprétation du signal douloureux. Le signal douloureux nous indique, par exemple dans le cas de la chute sur le genou, que nous avons mis de mauvaises chaussures à notre avis. C'est peut-être pas ça qui nous a fait tomber, ça peut être autre chose. Et donc il peut y avoir une erreur. Mais cette cognition va amener une première boucle de confirmation de l'émotion. Et cette cognition va amener une deuxième boucle de rétroaction sur le stimulus physique. Et donc à partir de maintenant, ces chaussures, je risque de ne plus les mettre alors que ce n'est peut-être pas les chaussures qui sont à la base du problème. Et quand il y a blocage là-dessus, il y a ce qui s'appelle aucune sortie, et donc on reste dans sa douleur. Si on comprend que c'est les chaussures et que c'est une solution pour nous, et qu'on enlève les chaussures et que c'est vraiment les chaussures, alors on sort de la douleur initiale et on guérit. Donc c'est simple la douleur en soi. Il faut la prendre comme ça. Il faut considérer que c'est en fonction de la cognition qui va être faite et de cette boucle entre la douleur et le néocortex, le troisième cerveau, dans la théorie des trois cerveaux, que l'on va ou sortir ou rester dans la douleur. Donc, si on en sort, on fait ouf, hein, on est content. A priori, pour les enfants, c'est quelque chose d'important de comprendre ça, parce que eux, au moment où ils ont mal, mais vous remarquerez que si les parents ne sont pas affolés, eh bien, ils en sortent très vite. Donc, les vraies douleurs qui durent sont rares. Elles durent parce qu'il y a eu une interprétation erronée des douleurs, souvent. Et d'autres troubles qui sont des troubles de nature donc plus psychique. C'est pour ça qu'on distingue il faut que je tourne ma page, hein, c'est pas toujours évident. Voilà. On distingue plusieurs types de douleurs. On distingue déjà les douleurs aiguës. La douleur aiguë, je me pique sur un rosier, c'est une douleur aiguë. Hein, l'épine du rosier me fait mal, c'est une douleur aiguë. Je tombe, je me casse quelque chose, c'est une douleur aiguë. Voilà. Et puis, il y a des douleurs chroniques. C'est-à-dire, par exemple, j'ai perdu un bras parce qu'il y a eu un problème, à un moment donné, un accident, et j'ai sans arrêt une sorte de douleur dans le membre fantôme. C'est une douleur chronique et c'est une douleur psychogène.
Parce qu'en médecine, on distingue les douleurs nociceptives, les douleurs neurogènes et les douleurs psychogènes. Donc il y a les douleurs aiguës et chroniques. Aiguës et chroniques déjà pour vous. Il y a les douleurs locales et diffuses. La douleur, c'est une expérience sensorielle. Et c'est une expérience émotionnelle qui a plusieurs dimensions. Elle concerne une région du corps, ou tout le corps. Elle concerne un système du corps, le système digestif, j'ai tout le temps des douleurs dans les intestins, le système respiratoire, j'ai une douleur pulmonaire, d'accord? Donc un système corporel. Elle a une durée et elle a une fréquence. Elle revient tous les mois au moment de mes règles, j'ai mal au niveau des organes génitaux, par exemple. Et on entre dans la chronicité, je vais vous expliquer quand est-ce qu'on rentre dans la chronicité. Elle a une intensité, et c'est sur cette intensité qu'on va travailler beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire que sur une échelle de 1 à 10, c'est une douleur à 9, c'est une douleur à 2. D'accord? C'est une douleur à 1, c'est une douleur à 5, ça dépend. Elle a une étiologie, c'est-à-dire des causes antérieures. On trouve les causes de la douleur, l'origine de la douleur en fait. D'accord? Et cette boucle que je vous ai montrée tout à l'heure est une boucle de rétrocontrôle qui va réguler et moduler la sensation douloureuse. C'est là-dessus, notamment, que agissent les protocoles en hypnose, sur la régulation. Sur le système, on agit aussi. On agit aussi sur la région du corps. Rappelez-vous, le premier protocole de douleur que vous avez vu en praticien, c'était un contrôle en 8 points. On agissait sur la région. Vous vous rappelez de ça? Oui. L'étiologie, ça veut dire quoi? Étiologie, ça vient du... Vous l'avez dans... Oui, vous l'avez dans le document que je vous ai donné. Je vous ai donné un document, là. Ça vient du grec, en effet. Et donc, vous l'avez écrit en page 1. Ethos signifie mœurs, logos signifie science. C'est donc la science des mœurs, l'étiologie. Donc on va étudier les croyances et les convictions de la personne, son mode de vie, etc. Donc dans ce document, vous y verrez le rétrocontrôle, vous y verrez aussi ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire l'aspect aigu et chronique. Et on parle de douleur chronique quand on a une douleur qui dure dans le temps. On parle de douleur aiguë quand elle ne dure pas. D'accord? Les douleurs psychogènes, comme leur nom l'indique, sont des douleurs de nature psychique. Donc là, il va falloir travailler beaucoup sur l'aspect psychique des choses, c'est-à-dire sur l'aspect cortex cérébral, interprétation. Et les douleurs neurogènes sont des douleurs de nerfs, comme leur nom l'indique aussi, c'est-à-dire que là, on a toute une zone sensitive qui est liée à des pincements, à des écrasements, etc. Et les douleurs nociceptives sont les douleurs ordinaires que vous connaissez, hein, dont vous avez entendu parler. Alors, vous avez tout écrit dans le document donné. Nociceptive, neurogène et psychogène. Et j'aimerais maintenant que vous regardiez autre chose. À quoi ça sert une douleur? À avertir le corps une douleur. Voilà. Il faut que c'est une solution en fait. Une douleur, ça alerte. Oui, voilà, c'est ça. C'est une information. Ça alerte, ça prévient. Ça empêche de se blesser davantage. Si par exemple je me coupe avec un couteau, je ne vais pas continuer à couper. Hein? C'est un enseignement. Ça apprend ce qui est dangereux. Par exemple, les enfants, on leur dit touche pas ça, ça va te brûler, tu risques de te brûler. Donc si tu t'approches trop, tu te brûles. Tu te coinces un doigt dans une porte. Alors, il y a des gens particuliers qui ont une particularité étonnante, c'est de ne pas ressentir la douleur. C'est une maladie. Et c'est extrêmement rare, mais c'est une maladie. Et cette maladie fait que ces gens-là peuvent se faire mal sans s'en rendre compte. Donc c'est extrêmement grave. Bien. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Une information qui alerte, on est alerté par... On est alerté par ce qui se passe, parce que l'alerte, c'est pour dire attention. Non, mais c'est les nerfs. Oui, voilà, c'est une alerte. Qui lance l'alerte. Voilà, qui lance l'alerte, à l'endroit où est la douleur. Ça prévient, ça alerte et c'est un enseignement. La forme aiguë.
nociceptive, neurogène, psychogène, la boucle de rétrocontrôle, il faut bien comprendre tout ça. Et si vous voulez, vous avez quand même des téléphones pour pouvoir prendre les diapositives. C'est pas faux. Hein? Voilà. Bien. Donc, une information qui alerte. Je viens de tomber, j'ai mal au genou. Hein? Donc, le genou me fait mal. Ça m'alerte sur la douleur que j'ai sur le genou. Donc, il y a un dégât tissulaire. Et immédiatement, évidemment, il y a une alerte. Ça, c'est un cas facile, on est en douleur aiguë. Dans le cas des douleurs chroniques, l'alerte, c'est fais gaffe, là, tu vas trop loin. C'est en gros ça. La douleur chronique indique à la personne qu'elle va un peu trop loin. Sinon, il n'y a pas. Le problème, c'est que dans le cadre des douleurs psychogènes, il peut y avoir de la douleur corporelle profonde bien avant qu'apparaisse le symptôme. Et ça, c'est plus difficile. Dans le cas de la fibromyalgie, par exemple, c'est complexe. Parce que la personne a des douleurs, elle ne les a pas nécessairement tout le temps, mais quand elle a des douleurs, elle les a partout. Donc, elle ne sait plus où elle a mal. Voilà. Alors, donc, ce que je vous disais aussi qui est important, c'est qu'il y a donc la forme chronique qui peut arriver alors que la cause originelle de la douleur est déjà guérie. Style, je me casse quelque chose, ça me fait mal, je guéris, l'os se rétablit, tout guérit. Et pourtant, j'ai très rapidement mal quand je fais certaines choses. La cause est guérie, mais il y a un problème au niveau de la qualité de vie, ça affecte ma qualité de vie, c'est psychogène. Ce n'est pas nécessairement neurogène ou nociceptif, c'est psychogène. La forme aiguë, c'est simple. Hein? Je me fais une blessure, j'ai un signal, je dis que je dois faire quelque chose. Là, ça va. On est content, on s'est soigné assez vite, ça. C'est la deuxième partie qui est un petit peu plus complexe. Les personnes qui ont des endométrioses. C'est une douleur de nature neurogène et psychogène. Ça dépend, ça va dépendre. Donc là, on a quelque chose qui est important là, sur ce que je vous montre, c'est douleur aiguë, douleur chronique. Vous voyez, la douleur aiguë, c'est une douleur symptôme, la douleur chronique, c'est une douleur maladie. Peut-être qu'en disant ces deux choses, vous allez plus comprendre. L'un, c'est un symptôme, donc on agit sur un truc qui apparaît à l'extérieur. L'autre, c'est une maladie, c'est plus intérieur. Donc il est facile, quelqu'un vient vous voir, il s'est fait une entorse, il n'arrive pas à se débarrasser de ça, de travailler sur cette douleur, qui est un symptôme, que sur l'autre. Parce que l'autre, elle est plurifactorielle. C'est ça qui est important à voir, elle est plurifactorielle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs. Ah oui, il y a plusieurs facteurs qui sont à l'origine de la douleur chronique. On ne peut pas dire à quelqu'un, il n'y a qu'un facteur. Donc c'est une sorte de cercle vicieux dans lequel tourne la personne. Et une douleur chronique peut conduire à une dépression. Alors qu'une douleur aiguë peut conduire à de l'anxiété, ce qui n'est pas la même chose. L'anxiété, c'est quelque chose que l'on peut repérer chez soi. La dépression n'est plus repérable. On est entré dans un domaine dans lequel l'individu ne repère pas qu'il tombe en dépression. Chronique, entre parenthèses, c'est la douleur. La douleur maladie. Donc la douleur maladie, elle est pluridimensionnelle. Vous ne pourrez pas en hypnose tout traiter. Vous traiterez une partie. Elle est somato-psychosociale. Parce que la personne, elle est dans un environnement, donc c'est peut-être dans son environnement particulier qu'elle a des douleurs, et pas ailleurs. Vous la mettez en vacances, elle n'a plus de douleur, par exemple. Elle est physique, parce qu'il y a des raisons physiques véritables, et elle est psychique, parce qu'il y a aussi tout un tas de considérations et d'interprétations, et éventuellement de bénéfices secondaires.
Donc, éventuellement. Hein. Donc, c'est un vrai cercle vicieux, celle-là, de douleur. Et là, il va falloir être habile à repérer de quoi il s'agit exactement. Quand quelqu'un vient vous voir et vous parle de douleur. Vous allez être malade, là. Vous allez vous rendre compte. Mais attention à vos interprétations à vous. Ce n'est pas parce que vous supportez l'épine de la rose que quelqu'un d'autre la supporte. À ce niveau, nous ne sommes pas égaux. C'est-à-dire qu'en plus, il y a des perceptions de douleur qui sont différentes d'un individu à l'autre. Ça va, ça? Y a-t-il des questions à ce niveau? Non, pas tellement. C'est vraiment important de bien comprendre toutes ces connotations de la douleur, car vous allez interroger la personne. Et quand vous allez l'interroger, elle va vous indiquer des choses. Avec l'hypnose, du coup, au niveau de la douleur, on traite quoi précisément? Qu'est-ce qu'on ne traite pas, du moins? Qu'est-ce qu'on ne traite pas? Il est extrêmement difficile de traiter la fibromyalgie. Par exemple, c'est pas qu'on ne la traite pas, c'est que cela va donner une petite amélioration, mais ne va pas nécessairement résoudre le problème de la personne. On traite beaucoup de choses. Au niveau de la douleur, c'est là que l'hypnose est, je dirais, peut-être avec les addictions, la plus performante. Parce que derrière, on l'emploie quand même pour faire des anesthésies. Dans le cas d'intervention chirurgicale, donc pour baisser les médicaments anesthésiques, et même éventuellement, dans certains cas, quand les gens sont susceptibles, c'est des petites interventions, pour ne pas avoir du tout de médicaments. On emploie aussi l'hypnose conjointement à l'acupuncture pour les interventions chirurgicales. Et ça permet de faire des interventions chirurgicales en toute tranquillité. Donc c'est intéressant, très intéressant au niveau de la douleur physique. Et puis même pour les suites post-opératoires, on l'emploie pour des gens qui viennent vous voir en cabinet, qui ont des douleurs de pieds récurrentes, des douleurs de cheville, des douleurs de bras, des douleurs de dos, etc. L'épaule, par exemple. L'épaule, ça peut être n'importe Des sciatiques, C'est souvent des douleurs articulaires, d'ailleurs. des douleurs, souvent, mais il y a aussi des douleurs musculaires. Oui, il y a des raideurs, quoi. Il y a des douleurs musculaires, des fibres musculaires qui se sont distendues trop vite, des tendons, des douleurs ligamentaires Des aussi. douleurs musculaires, Des effectivement. douleurs ligamentaires. Et ça peut être dû à des causes normales, par exemple, quand tu fais de la muscu, pas mal. Non, mais ne confondez pas ce type de petite douleur avec le type de douleur pour lesquelles les gens vont venir vous consulter. On ne va pas consulter un thérapeute parce qu'on a fait de la muscu et que l'on a des courbatures. C'est ce que je te dis, ce que j'essaie de te dire. Oui, Les courbatures, c'est des courbatures. Quand c'est des douleurs incomprises, Des douleurs qui durent, la plupart du temps ils viennent nous voir parce qu'ils viennent de se faire mal. Mal identifiés, où ils ne comprennent pas, ils aimeraient sortir de ça et ils ont entendu dire que l'hypnose permettait de sortir de ça. Ce qui n'est pas faux, c'est tout à fait juste. Alors, écologie du cadre d'intervention sur les douleurs chroniques. Les douleurs chroniques, bien sûr, ça va être le contact d'une cycla. Vous voyez, je vous ai mis une colonne vertébrale parce que tout sort de la colonne vertébrale. Vous avez tout à fait tous les nerfs rachidiens. Rappelez-vous, on a les nerfs, le nerf vague et le système immunitaire, d'un côté, pour le parasympathique. Vous vous rappelez l'histoire du système nerveux? Vous avez le parasympathique et l'orthosympathique. Et oui, mais ça c'est important à bien comprendre, hein, c'est une notion fondamentale. Et donc au niveau de la douleur, eh bien la réaction, elle va être orthosympathique. C'est-à-dire vous allez avoir les nerfs rachidiens qui sont en action, ceux qui sortent de la colonne vertébrale, de toutes les vertèbres, qui vont envelopper les organes pour déclencher leur motricité ou pour déclencher d'autres choses. D'accord? Donc ces nerfs, par exemple le pneumogastrique est un nerf très connu, qui va envelopper l'estomac, il va agir pour faire les contractions et tout ça. C'est lui qui agit. Donc, il peut y avoir des douleurs digestives qui sont dues à des causes qui sont plus lointaines, qui sont liées à la structure vertébrale. Et quand on a des remontées gastriques, c'est lié à quoi? C'est lié par exemple à un clapet qui se trouve à la fin de l'œsophage à l'entrée de l'estomac, qui est un petit cardia, qui se soulève de façon inconsidérée, alors qu'il devrait être fermé. Et donc, il y a une remontée d'acide, de
tube d'œsophage qui provoque une irritation, parce que l'œsophage n'est pas destiné à ça, c'est un tuyau de passage. Et quand cela peut être dû à différentes causes, ça peut être dû à ce cardia, à ce clapet qui se, oui, la plupart du temps, quand ça remonte au niveau œsophagien, le clapet il ne tombe pas. Et ça peut être lié à une posture de l'estomac, qui au lieu d'être dans sa bonne position, est déviée, parce que l'individu au niveau vertébral est dévié. Donc il y a autre chose. Ce n'est pas nécessairement dû à une déficience du cardia, du clapet. Ça peut être dû à la position de l'estomac. Après, il peut y avoir d'autres raisons. Il peut y avoir des douleurs d'estomac qui sont liées à des ulcérations d'estomac. Voilà, c'est plutôt ça dont je parle. Alors, une ulcération d'estomac, elle est liée, semble-t-il, moi, je pense que à un Helicobacter pylori, qui est moi, ça, un petit... ça se fait que quand je fume trop, c'est de la cigarette. Voilà, alors il peut y avoir une autre irritation qui est due qui arrive par les voies externes, qui est liée à l'air que l'on inhale et qui n'est pas de bonne qualité, si on fume par exemple. Voilà. Bon, donc ça c'est la première partie de la réflexion sur la douleur. Le stimulus physique, la réponse émotionnelle, l'évaluation cognitive, on l'a vu tout à l'heure, et il y a des feedbacks successifs. Vous savez, vous faites des feedbacks, et là c'est sans arrêt les boucles, la boucle 1, la boucle 2. Donc pour en sortir, aïe aïe aïe, j'ai mal au dos, hein, aïe aïe aïe, eh bien il va falloir faire quelque chose. Alors voilà un exemple, je me fais une entaille dans la main, c'est un stimulus extérieur, et puis, oh surprise, j'ai peur, j'ai une émotion, pas trop, j'interprète que c'est pas trop dangereux, et je me mets un pansement. Voilà, j'ai réglé mon problème. Ça va là. Petite douleur. Mais là, même pour les enfants, et un désinfectant. Et un désinfectant. Bon, mais là, même pour les enfants, il y a des petits outils extraordinaires. Vous en verrez un qui s'appelle le nuage, qui est parfait, qui règle l'histoire du pansement. Si ça ne fait pas trop, même le pansement ne servira à rien. Le pansement, c'était une technique. Le pansement, c'est fait placebo. Le pansement, c'est la poudre de perlimpinpin. Sauf si c'est une grosse douleur. La douleur chronique, c'est pas pareil. La réponse, c'est ça doit être grave. Tout à l'heure, c'est pas grave. J'ai pas de sortie avec la douleur chronique. D'accord? Alors, les facteurs aggravants, c'est l'attention que l'on porte et l'attente que l'on a. Parce que si on porte trop d'attention à sa douleur, et si on attend d'en sortir immédiatement, eh bien, c'est pas gagné. Donc, déjà, en hypnose, on va permettre à la personne de prêter moins attention. Donc, on va lui faire faire des distorsions d'attention en allant lui faire prêter attention à autre chose. C'est le cas du contrôle de douleur en 8 points. On lui fait prêter attention à autre chose que sa douleur. Elle se rend compte qu'elle a pas mal au doigt de pied, qu'elle a pas mal dans son mollet, qu'elle a mal peut-être dans le dos, mais qu'ailleurs elle a pas mal. Donc elle peut, on fait une déviation d'attention. On la dissocie de sa douleur. Et elle fait un apprentissage, c'est qu'elle peut maintenant aller chercher des réponses corticales différentes de celles qu'elle avait prises au départ. Donc on distord l'attention. Alors, les composantes de la douleur, on l'a dit, elles sont sensorielles, émotionnelles, cognitives et comportementales. Il y a des gens qui ont mal au dos et qui se mettent à faire aïe 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 aïe, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont mal au dos et ils ne vous le disent pas. Donc, il y a différents comportements externes et internes. Il y a ceux qui se plaignent et ceux qui se plaignent pas. Voilà, il y a différents comportements. Et ça dépend véritablement d'une éducation émotionnelle et d'une éducation, familiale et environnementale. Ça n'est pas couru d'avance. Vous avez des gens qui vous disent, avec le sourire, « Qu'est-ce que j'ai mal ?» Vous avez ça aussi. Ce qui n'est absolument pas normal. Hein. Il y a une histoire de congruence. Mais c'est aussi des habitudes comportementales. Donc voilà les composantes de la douleur. Et pas les pertes de vue quand vous faites une anamnèse sur la douleur de la personne. Donc, le sensoriel, c'est ce que on ressent
c'est ce qu'il ressent moralement, style c'est trop injuste, ça n'arrive qu'à moi, il n'y a que moi qui ai mal, je suis au centre du monde. Et c'est aussi la composante cognitive, c'est ce que le malade pense, cette douleur, c'est ma faute, j'en suis responsable, j'aurais pas dû, tout un tas de choses que se racontent les gens. Et comportemental, c'est la façon dont il exprime. Il se tait, il pleure, il se plaint, ça dépend. Donc pas oublier ces composantes, car vous allez toutes les repérer, parce qu'elles vont toutes avoir de l'importance pour choisir l'outil que vous allez prendre. Car il y a plusieurs outils, il y en a près de 16 d'outils pour la douleur. Vous n'allez pas tous les voir, mais vous en avez déjà vu. Vous avez vu par exemple la régression. Vous vous rappelez la régression? La régression, on part dans le temps passé, un moment où la personne n'avait pas mal. On choisit une expérience de ce moment-là et on remonte avec cette expérience à l'instant T. Et là, la personne a moins mal. Et puis on repart sur le futur en lui rappelant qu'elle peut ne pas avoir mal du tout. Et donc on prend et on capte les informations perceptuelles, c'est-à-dire le visuel, l'auditif, le kinesthésique, le gustatif, l'olfactif du passé pour le ramener au présent. C'est une technique, la régression, qui permet de faire descendre un niveau de douleur, d'améliorer nettement l'état de la personne. Donc vous connaissez ça. Le contrôle en 8 points. Là aussi, c'est une technique que vous connaissez, où on est, cette fois-ci, non pas remonter dans le temps, mais aller dans le corps de la personne, dans des zones où elle a absolument pas mal, pour pouvoir faire remonter l'information qu'il y a là, de bien-être, à l'emplacement où il y a la douleur, pour permettre en quelque sorte de l'anesthésier. Vous avez aussi un outil extrêmement simple à utiliser. La personne emploie des antidouleurs divers et variés. Et elle s'est rendue compte qu'avec ces antidouleurs, dans les 2 heures ou 3 heures passées, sa douleur a considérablement baissé. Eh bien, vous allez lui proposer de se rappeler cet antidouleur et de le remettre dans son corps, de le réactiver, de réactiver l'effet de cet antidouleur. Ça aussi, c'est un protocole antidouleur. Tout cela, évidemment, sous hypnose, c'est-à-dire avec induction, signaux idéomoteurs, etc. Donc, vous voyez, 3 protocoles que vous connaissez. Et si vous les connaissez tous, le troisième, vous n'y avez pas pensé, c'est pas pareil. C'est celui qui permet d'utiliser les produits anesthésiques pour pouvoir les mettre dans la personne. Non, mais ça c'est pareil, c'est de la même nature. C'est-à-dire que là on crée une métaphore. Et par exemple, je vais vous en lire une. C'est pas sur les produits anesthésiques, mais ça y ressemble. Et vous allez écouter. Imaginez un instant, c'est pour les douleurs arthrosiques d'origine biomécanique, vous savez, l'arthrose. C'est pas marrant, hein? Et quand c'est possible, pour que tout le monde écoute, les téléphones, on les pose. Ouais. Je demande, c'est une histoire de respect mutuel, moi je ne le prends pas mon téléphone. Oui, je sais bien. Mais voilà. moi aussi, Imaginez un instant, je le fais. Imaginez un instant que les surfaces articulaires soient comparables aux plaques tectoniques présentes à la surface de la Terre. Et à cause de cela, en effet, ces dernières peuvent glisser l'une sur l'autre, diverger, converger, jusqu'à se rencontrer, se déformer, pour aboutir à la formation d'un volcan qui peut entrer en éruption. Donc là, on compare la possibilité que, quand elles se frottent l'une contre l'autre, à un moment donné, il y a un volcan qui apparaît. C'est les plaques tectoniques qui se... Voilà, qui se frottent l'une contre l'autre. C'est les douleurs arthrosiques. Elles se rencontrent, en fait. C'est ça. Et à cause de cela, au même titre, 2 surfaces articulaires peuvent glisser l'une sur l'autre, ou peuvent s'impacter, et ainsi provoquer des déformations articulaires, pouvant être le siège d'une inflammation intra-articulaire, comparable à une éruption volcanique. C'est une métaphore, hein? Donc la personne est en induction, et cette métaphore, vous l'employez. Et à cause de cela, tout comme les volcans, l'arthrose peut avoir une activité latente, ponctuelle, comme le stromboli ou le piton de la fournaise, alternant des périodes inflammatoires douloureuses, puis des accalmies.
Et ça, les gens qui ont mal comme ça de façon chronique, et c'est ça qui leur arrive. Cela peut se manifester par une crise d'arthrose inflammatoire aiguë, qu'on appelle de l'arthrite, avec une douleur paroxystique comparable à l'éruption explosive du mont Sainte-Hélène. Ce qui a permis, mais tout comme les volcans d'Auvergne paisiblement endormis, la déformation arthrosique stabilisée peut revenir au calme et s'apaiser durablement. Ainsi peut se faire un parallèle entre les déformations géologiques, les déformations arthrosiques, puis entre le phénomène d'éruption volcanique et la phase inflammatoire douloureuse. Les montagnes et les volcans existent, parfois ils entrent en éruption, mais une chose est sûre, c'est que la Terre continue de tourner malgré tout. C'est un kinéostéopathe qui a fait ça, je vais vous le donner. Ouais. Kinéostéopathe. Voilà. Et je propose maintenant d'arrêter la vidéo.